Donc, je vais lui donner la parole. Juste avant, je voulais signaler qu'il y a des places en avant. S'il y a des gens qui manquent de place, il y a plusieurs, il y a au moins 10 places en avant. Et alors, il retourne ça. OK, salut tout le monde. J'ai la voix la plus virile que j'ai jamais eue. Donc, j'ai été enrhumée, donc j'espère que vous allez bien me comprendre et que je vais être capable de parler assez fort. Donc, j'ai décidé d'organiser l'activité après avoir lu ce livre de Steve Gagnon, au titre vraiment étrange. Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. On va analyser ici. On ne fera pas. Steve Gagnon, c'est un comédien d'abord, mais aussi auteur. Et dans ce livre-là, il réfléchit sur l'homme ou le jeune homme d'aujourd'hui. Donc, ses références, ses modèles. Il y a encore des choses devant, si vous voulez. Dans le fond, sa réflexion s'inscrit dans une discussion sur les représentations de l'homme québécois. Le livre a été publié en 2015. À cette époque-là, donc je sais que ça fait longtemps pour ceux d'entre vous qui avaient entre 17 et 20 ans, vous étiez très jeunes en 2015. À cette époque-là, on parlait beaucoup dans les médias, dans tout le long des années 2010, de l'homme québécois qui était trop mou. On disait l'homme rose. En moins de 10 ans, je trouve que les discussions ont beaucoup changé. Aujourd'hui, quand on parle des hommes au Québec, on parle beaucoup des relations hommes-femmes, de MeToo. On parle beaucoup des violences à caractère sexuel. Il y a plein de statistiques, j'en ai vu une cette semaine. 33% des femmes, c'était dans un article du Devoir, on parlait d'une étude qui disait que 33% des femmes à l'âge adulte au Canada avaient vécu des violences sexuelles. Donc, je pense pas que cette image de l'homme rose ou l'homme québécois mou, ça parle beaucoup à votre génération. J'ai l'impression que on est ailleurs. Puis si je vous dis l'homme québécois est rose, je suis pas sûre que vous voyez nécessairement ça comme un problème. En tout cas, ça serait difficile à mon avis, de donner quand même un modèle d'homme québécois si je vous disais c'est qui le modèle de l'homme québécois. Je sais même pas si c'est utile, s'il faut des modèles. Ça, c'est une autre question qu'on n'abordera pas. Gagnon, lui, dans le fond, il se posait la question des représentations qu'on offre de l'homme québécois dans les médias au Québec, mais de façon générale, des représentations de l'homme qu'on retrouve dans les médias et dans la culture populaire. Ce qui était mis de l'avant beaucoup en 2015, c'était les super-héros, les vedettes de la musique comme Drake, qui étaient super populaires à ce moment-là, et beaucoup de modèles imberbes et musclés. Je ne sais pas si ça a changé, mais moi, j'ai l'impression que oui. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire la présentation aujourd'hui. J'avais fait une présentation à l'époque de la sortie du livre. Puis j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans le même paysage médiatique et culturel qu'en 2015. Est-ce que les modèles dans les médias des hommes auxquels vous êtes confrontés se ressemblent tous? À l'époque, les étudiants disaient plutôt oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec TikTok et les YouTubeurs, qu'il y a plus de modèles. Donc, tantôt, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est sûr que Gagnon, il pense que c'est pas seulement les filles à qui on présente des modèles uniques. C'est quoi une belle fille? Donc, des modèles qui sont potentiellement nocifs aussi. Comme s'il fallait tous ressembler à la même chose. J'ai pas de leçon à passer, je suis pas spécialiste du sujet. Mais ça m'intéresse, puis le centre d'études en philosophie, c'est l'occasion pour nous, j'allais dire de se mettre en danger, je me sens pas tellement en danger, mais de travailler sur des choses qui nous intéressent, mais dont on n'est pas spécialiste. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un sujet philosophique, mais il n'y a pas un traitement si philosophique que ça. Je ne sais pas si c'est plus dur d'être un gars aujourd'hui qu'avant. On parle beaucoup du décrochage. Moi, j'ai tendance à penser que l'adolescence, c'est un moment bouleversant. Point pour tout le monde. OK, donc je parle assez fort. OK. Je ne vais pas parler de la question de la discordance entre l'identité et le genre. Ça, je trouve ça intéressant, mais on n'a comme pas le temps.
je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, on a traditionnellement affirmé la notion d'identité dans une espèce de forme de dualisme. Soit tu as des organes sexuels mâles, donc ton identité est mâle, puis soit tu as des organes sexuels femelles, puis ton identité est femelle. Alors que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Je ne vais pas parler de ça. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce qu'on n'a pas le temps. Donc, quelles sont les questions que se posait Steve Gagnon? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une forme de confusion autour de la notion de la masculinité et de la virilité? Puis, si jamais il faut faire un travail dans le cadre de votre cours, vous trouvez une question qui vous intéresse, mais ça pourrait être une des questions. D'ailleurs, si vous avez à faire un travail, vous ne savez pas du tout quoi faire avec ça à la fin de la présentation, venez me voir, je vais vous aider. Donc, ça, c'est une des questions qui se posent. Même pour ceux qui sont nés avec des organes sexuels mâles et qui se sentent garçons, est-ce qu'il n'y a pas une forme de confusion autour de ce que c'est censé vouloir dire être un homme? L'autre question, est-ce que cette confusion, est-ce que c'est pas lié à une confusion autour des modèles de la masculinité et de la virilité? Donc, il s'intéresse à la notion de masculinité et au modèle de masculinité et de virilité. OK. J'enlève ça. Son hypothèse à lui, son questionnement, c'est le suivant. Donc, il a l'impression que les médias, les films, nous présentent des images, des constructions et des discours qui portent à confusion et qui ne correspondent pas nécessairement à nos valeurs les plus intuitives. Donc, il y a comme un modèle présenté par les médias, puis il y a l'idée qu'on se fait de la masculinité, puis il y a peut-être une espèce de confrontation entre les deux. Donc, il y a les valeurs enseignées à l'école, les valeurs dominantes dans la société, les valeurs intuitives des jeunes, parce que vous allez voir, il fait des sondages auprès des jeunes secondaires, puis il y a les modèles. Puis il y a peut-être une espèce d'écart entre les deux. Lui a vraiment l'impression, en 2015, que les modèles qu'on présente dans les médias nous enferment dans des formes de caricature, des formes de stéréotypes, qui nous enseignent qu'être un homme, ça veut dire ça, alors qu'en réalité, être un homme, ça peut vouloir dire plein d'affaires différentes. Il pense que c'est difficile pour les jeunes et les moins jeunes de s'y retrouver dans les modèles. Donc, je ne sais pas si c'est plus difficile maintenant qu'en 2015, si c'est plus difficile pour vous de trouver des modèles que ce l'était pour votre père. Ça, je ne suis pas assez spécialiste du sujet. Pour répondre. OK. J'ai des questions pour vous. Parce que moi, j'ai comme plus le coup de vous entendre. Première question. Est-ce que... C'est quoi la vérité selon vous? Comment est-ce que vous définiriez ce concept-là? Ça veut dire quoi être viril? OK, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il brise la glace. Tough, ouais. OK, être tough, c'est être viril. D'autres choses? Là, ça, c'est le désavantage du fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. C'est que personne ne veut parler. Oui? Être sexy, c'est être viril. OK. Être tough, être sexy. Ouais. Avoir beaucoup de poils. Avoir beaucoup de poils. Ça sortait beaucoup. Non, mais ça sortait beaucoup dans l'étude. Avoir du poil, c'est être viril. Ouais. Être confiant. Être confiant. Ouais. Mais pas montrer ses émotions quand ils sont tristes. Pas montrer tes émotions, c'est être viril. OK. J'aurais peut-être pas dû faire apparaître, mais c'est pas grave. Quoi d'autre? D'autres choses? Donc, on a dit sexy, tough, poilu, pas montrer ses émotions, confiant. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question-là, qui est la question, le titre de ma présentation? Est-ce que être viril, c'est être fort? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je vais vous dire la place en disant Merci. c'est mon opinion. Là.
tantôt, selon moi, être viril, c'est quelqu'un qui est confiant. Si quelqu'un est confiant dans sa vie, c'est quelqu'un qui va aller loin. C'est quelqu'un qui va aller loin professionnellement, quelqu'un qui va aller loin émotionnellement. Oui, je dirais dans ce sens-là que ça serait fort. OK, ça, c'est lié à une forme de force, mais peut-être pas la force de ma page couverture. Oui, OK. D'autres interventions? Est-ce que vous voulez venir vous asseoir, même si c'est gênant, il y a comme 2 places en avant? Oui, ça ne me dérange pas si vous pouvez vous profiler par là. D'autres réponses à ça? Ou peut-être que je fais apparaître la dernière question. Est-ce que vous avez des modèles de virilité à me proposer? La première chose qui vous passe par la tête pour un modèle d'homme viril. Vin Diesel. C'est bon. Un autre? Si je vous dis homme viril. Oui? Qui? Sibum? Je ne sais même pas c'est qui. C'est un bodybuilder. OK, donc il est musclé. Sibum. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui? Arnold Schwarzenegger. Yep. OK. OK, donc, Steve Gagnon, il a passé beaucoup de temps par des... il a rencontré des jeunes secondaires. Bon, vous êtes tous secondaires, mais ce pas des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que la plupart d'entre vous. Il a parlé avec des 15-16 ans. Et il leur a posé la question. Première question, c'est quoi un homme? Là, je vais vous lire certaines des réponses. Un homme, c'est quelqu'un qui ne se rase pas, qui est grand et musclé. Un homme, c'est celui qui rétablit l'ordre. Rajoute l'étudiant, sans vouloir être sexiste, c'est eux qui font les meilleurs leaders pour diriger un pays. Un homme, c'est quelqu'un qui prend sa place dans la vie, qui ne va pas se laisser rabaisser par les autres. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer, de dur, qui assume ses sentiments, mais pas trop fort, qui est fort physiquement et mentalement. Je vais pas toutes les lire. Celle-là est super cute. C'est quelqu'un qui a atteint son maximum de puberté. C'est quelqu'un qui sait s'habiller comme il faut. Il est capable de se dire à lui-même quoi faire et il sait charmer les filles. J'en ai d'autres un peu différentes. C'est un adulte qui travaille et qui a des responsabilités. Là, il y en a une un petit peu tendancieuse, peut-être. C'est celui qui a le plus de responsabilités côté économique et qui a un plus grand rôle familial. Il a plus d'autorité. C'est l'homme qui prend la décision. Mais l'étudiant ajoute à la fin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et finalement, c'est quelqu'un avec une masse corporelle plus explicite que la femme. OK. Donc, ça, c'était des réponses à. Moi, j'avance sans mon PowerPoint. C'est quoi un homme? Il leur a aussi posé la question, c'est quoi la virilité? La question que je vous ai posée. Quelques réponses. Le poil. Donc, être viril, c'est ne pas avoir peur de faire ce qu'on aime faire. Prochaine réponse. Je ne me considère pas comme viril parce que je ne suis pas nécessairement musclé, je ne suis pas bon en sport, j'aime pas les barbecues, tu sais, je suis végétarien, j'aime pas la viande, j'ai pas de barbe encore. OK, d'autres réponses. Un gars gros, fort, qui se pense bon. Ça, c'est viril. Être viril, c'est se mettre beau, bien s'habiller, savoir comment se peigner, être en forme. C'est se penser meilleur que les autres. Quelqu'un de viril, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'émotions, c'est pas quelqu'un d'émotionnel. C'est un mélange de force et de colère, mais sans les montrer. Moi, je suis viril, c'était la réponse d'un étudiant, d'un élève, parce que je fais de la chasse, de la pêche, j'aime les voitures, les affaires plus masculines, les jeux de tir. Et le dernier, oh boy, répond oh boy. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de définition à ça. Tu peux être viril, peu importe ce que tu fais. Comme si tu fais de la poterie, tu peux être aussi viril que quelqu'un qui s'entraîne. Puis là, on lui dit, OK, mais qu'est-ce qui définit la virilité?
il répond, le corps de la personne, mettons si tu as du poil, si tu ne te rases pas, tu es plus viril. Je ne sais pas si c'est ce qui explique le retour de la moustache. Vous avez vu que chez les gens, des moustaches, comme on n'a pas vu, as-tu remarqué ça? Des vraies moustaches. OK. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les exemples recueillis par Steve Gagnon. C'est que la force est associée à la virilité, la puissance et le pouvoir. Autre chose, que l'homme, contrairement à la femme, c'est pas un être émotif. Ça revient beaucoup, je ne les ai pas tous lus, mais ça revient vraiment beaucoup. L'homme, s'il ressent des émotions, il est moins bon pour les exprimer ou il faut qu'il les cache pour avoir l'air viril. Alors que la femme est plus sensible, émotive, elle exprime plus sa sensibilité. Donc, après avoir posé ces questions-là aux ados, Steve Gagnon, il leur demande quel homme vous inspire. À quel homme vous vous identifiez, puis ils font comme vous, ils ne savent pas dire. Presque spontanément, ils disent tous, il n'y en a pas. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le fait qu'il n'y ait pas de modèle. Mais il insiste, puis il leur dit, dans les médias, quel homme correspond au modèle indiscutable de la vérité ou de l'homme. Il y a 4 personnes qui ont pas mal de points, 4, 6 points. C'est les 4. Ouais, ben là, j'avance vite, là, mais. Ouais, c'est les 4 personnes suivantes. J'ai dû en chercher 3 sur 4, je ne savais pas c'était qui. Est-ce que vous les connaissez? Arnold Schwarzenegger, qui a été nommé. Ça, c'est Vin Diesel, en haut. OK, Vin Diesel, The Rock, puis Hugo Gérard. Donc, Hugo Gérard, il y a 6 points. Je pense qu'il était peut-être plus dans les médias à l'époque. Je ne sais pas si vous le connaissez-vous? Oui, c'est ça. Mais moi non plus, je ne le connaissais pas, mais il était plus. Ben, quand j'ai vu sa face, je savais c'était qui. OK. Eux autres, ils ont tous 2 points. David Beckham, Barack Obama, Brad Pitt, Carey Price, Guillaume Lemaitre-Vierge, puis Johnny Depp. Donc, il semble y avoir comme 2 modèles. Ici, on voit un homme d'État, 3 acteurs qui ont tous joué dans des films d'action, 2 athlètes. Puis là, beaucoup de muscles. Donc, d'une part, il y a comme le modèle de l'homme musclé, parmi les réponses récurrentes. Comme si j'ai analysé tous les noms nommés, puis il y en avait 18 sur 30 qui étaient comme assez musclés. Et d'autre part, il y a l'homme populaire ou puissant ou le héros sportif, dont la principale caractéristique, c'est peut-être pas les muscles. Le deuxième modèle semble quand même assez différent du premier, à prime abord. Plus mince, plus coquet, gagne pas sa vie avec ses muscles, quoique, tu sais, Carey Price, ben là, je sais qu'il il joue pas, hein? Mais en tout cas, on peut supposer qu'il est en forme, mais là, il est blessé. Quoique Carey Price, j'aurais voulu plus me préparer, mais comme vous voyez, j'ai été malade. Mais lui, je sais qu'il a fait une sortie sur ses problèmes de santé mentale ou de dépendance. Donc ça serait intéressant de se questionner là-dessus. Des gens qu'on associe aux hommes, mais qui sont capables de faire des sorties publiques sur ce genre de questions-là. OK, je me suis posé la question avec Steve Gagnon. Est-ce qu'on n'est pas un peu confus par rapport à ce que c'est la virilité? Ou qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que ça veut dire être musclé, avoir du pouvoir, être populaire? Est-ce que ça veut dire être fort? Et est-ce que être fort, c'est vraiment être fort au sens où Hugo Girard et The Rock sont forts? Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Et Mme Laval a quand même commencé à parler de ça, des différentes définitions qu'on peut donner à force. OK. Je continue. Ça va trop vite? Me suivez-vous? Question? Okay. Là, comme je suis prof de philo, on va parler de définition. Un petit peu. Je suis allée voir dans le Petit Robert et dans le Trésor de la langue française, qui est un dictionnaire gratuit en ligne qui est vraiment bien pour les cours de philo. Je suis allée voir la définition de
virilité. Et voici ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire viril ou virilité? Donc, premièrement, ça vient du latin virilis, qui vient lui-même de vir, qui est le mot latin pour homme. Et quand on regarde la définition de virilité, on apprend que la virilité est propre à l'homme adulte ou au sexe masculin. Premier type de définition. Deuxième type, ou deuxième possibilité, est viril, ce qui a les caractères moraux qu'on attribue plus spécialement à l'homme actif, énergique ou courageux. Là, en tant que femme, je me suis dit, ouais, je sais pas, est-ce que c'est des caractéristiques vraiment masculines? Et dernière chose, là, c'est vraiment long à écrire, là, je ne suis pas sûre que vous voulez écrire tout ça. Qui a les caractéristiques ou qualités culturellement attribuées à l'homme adulte. Donc, ce serait une construction culturelle. Fermeté, courage, rigueur, force, énergie morale, intellectuelle et physique. Donc, c'est ce que j'ai trouvé pour la définition de virilité. Ce qui veut dire qu'une femme peut être virile. J'allais faire une joke plate, mais comme je ne suis pas en classe et il y a trop d'étudiants, je ne la ferai pas. Non, c'est trop gênant. Donc, non, là, je me garde une petite gêne, d'habitude pas trop, mais une femme peut être virile si elle possède les caractéristiques ou qualités culturellement attribuées à l'homme adulte. Fermeté, courage, etc. Donc, la définition ne semble pas être liée juste au sexe masculin. OK. Mais je pense qu'il faut examiner le reste de la question avant de décider ce que ça signifie vraiment la vérité. Donc, être viril, est-ce être fort? Je suis allée voir aussi les définitions de fort dans le dictionnaire, le petit Robert et le TLF. Donc, fort. OK. Fort. Première définition. Puissance d'action. Physique. Résistance physique, robustesse physique, vigueur, bonne santé. Deuxième définition de force, au deuxième sens dans lequel on peut utiliser fort, capacité de l'esprit, possibilité intellectuelle et morale, énergie, fermeté, courage. Et troisième sens, pouvoir ou puissance. Donc, une espèce de force matérielle. Force physique, force morale, force matérielle. Il y a comme vraiment plusieurs sens à fort. OK. Donc là, je vais vous reposer la question. Selon vous, est-ce que je peux enlever ça ou je vous laisse ça 2 secondes? Laisse ça 2 secondes. OK. Donc, selon vous, dans quel sens de fort est-ce que être viril, c'est être fort? Est-ce que c'est dans le sens de force physique, force morale ou puissance et pouvoir? Si vous aviez à choisir, bien, vous pourriez dire les trois. Mais mettons que vous aviez à en choisir un. Est-ce qu'être viril, c'est être fort physiquement, fort moralement ou puissant? Oui. Ben, moi, malheureusement, moi, ça irait avec les trois, parce que dans le fond, dès que t'en as un, t'aurais une certaine force. Puis dès que t'en as un, ben, tu serais viril parce que t'es fort. Ouais, mais donc tu pourrais être vraiment pas fort physiquement, mais être très puissant puis tu serais viril. Probablement, oui. Donc, tu n'as pas besoin, selon toi, de ça. Puis tu pourrais être, est-ce que tu peux être juste fort moralement, mais pas puissant, puis pas fort physiquement, puis être viril? Fort moralement, vous voulez dire... Tenir à tes principes, défendre, lutter contre l'injustice, te respecter toi-même, respecter les autres, ne pas céder à la tentation de faire quelque chose de mauvais parce que ça t'avantage. Ça serait peut-être pas le principal. Ça serait pas le principal, c'est pas la force morale. Oui? Mais moi, je pense que si on avait à choisir un, ce serait peut-être physique, parce que lorsqu'on voit quelqu'un et on le décrit de l'idée, je pense qu'il faut avoir ses attraits physiques. Et les attraits moraux,
pas, on ne sait pas forcément directement. Ta première intuition, c'est comme la première intuition peut-être des élèves, c'est que c'est lié à la force physique. C'est comme ça que culturellement, c'est à ça qu'on associe la vérité. OK? Oui? Moi, si j'aurais à en choisir un, ce serait la force morale. Pourquoi? Je crois que c'est beaucoup plus important que la force physique et le pouvoir. Je pense que ça commence tout à partir de la tête. Puis, Est-ce que vous l'entendez? Oui, ça commence tout. OK. Est-ce que tu penses que ta vision est majoritaire ou pas dans la société? Est-ce que la plupart des gens sont d'accord avec toi ou pas? non, je ne penserais pas qu'ils sont corrects. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a les comme toi. Oui? Moi aussi, j'irais avec la force morale, personnellement. Pourquoi? Ben, je me dis, si une personne virile dans l'esprit, quand même, va tenir à ces choses, va devoir rester comme, donc, crampé sur ses positions quand il y a un débat, mettons, puis va être capable de tenir son bout juste parce que c'est ça qu'elle croit en. OK. Ceux qui tiennent son bout sans réfléchir, est-ce qu'ils sont virils? Ben là, ça me fait pas. Excuse-moi. OK. Être capable de défendre son point de vue, puis tenir à ses convictions, même quand on les remise en question, c'est viril. Est-ce que vous associez jeunesse à virilité? C'est une question que je me suis posée. Non, pas nécessairement. Ben, pas jeunesse, genre 12 ans, là, mais est-ce que vous avez tendance à penser que les hommes de 20 à 50 ans ou à 60 sont plus virils que les hommes vieux à cause de la partie physique? Peut-être. Je me suis posé la question. Est-ce que vous associez virilité et... OK, je vais regarder la prochaine question. Je continue, mais vous allez voir qu'est-ce qu'a découvert Steve Gagnon au fil de ses explorations de discussion avec les étudiants du secondaire. Mais avant, je veux juste vous nommer quelques autres noms qui étaient sur la liste. Des gens nommés une fois. Donc, 50 Cent, Channing Tatum, je sais que je pense que c'est un comédien. Ouais. Chuck Norris, ça se peut qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Georges Saint-Pierre, Hulk Hogan, Jean-Marc Couture. C'est qui Jean-Marc Couture? C'est un fighter du UFC. OK, c'est ça, c'est un OK. Kevin Bassinet, lui c'est un chanteur. Il n'est pas gros, donc je pense que c'était un chanteur qui avait gagné un concours par l'Académie dans ces années-là. Donc, Louis C. Nelson Mandela. Piquet Souban, ça c'est dans le temps que Souban, je pense qu'il était encore à Montréal. Sidney Crosby. Batman. Chris Brown. Puis Éric Lapointe, si je ne m'abuse, ces deux-là, ils ont été accusés d'agression sexuelle. Ça ajuste à la donne qu'ils sont collés. George Bush, ça c'est l'ancien président des États-Unis, puis ça va. Jason Statham, c'est un comédien? Ben, c'est un acteur, oui. Y est-tu costaud? Oui, il est costaud. Jean Pascal, c'est un boxeur. Les Spartiates et les Vikings. Mohamed Ali, Paul Walker. Paul Walker, c'est qui? Un acteur? Non. Le Fast and Furious, c'est OK. l'acteur qui est mort dans un accident de voiture. Ah, OK. Mais quelqu'un qui faisait des films d'action. C'est ça. OK. Rocky puis Superman. OK. Je veux juste vous... C'est parce que ça pointe dans une direction quand même. Il me semble vraiment beaucoup de modèles à mettre dans la catégorie muscles. Beaucoup d'hommes forts physiquement. Quelques-uns dans la catégorie force morale. Obama, Mandela, Bush, ça a l'air. Ou peut-être qu'ils sont à mettre dans la catégorie pouvoir, puissance. Parce qu'ils ont une forme de puissance ou pouvoir. Il y a un certain nombre là-dedans d'athlètes professionnels, peu d'entre eux du type particulièrement maigrichon. Puis, en termes de muscles, ça ne représente pas proportionnellement la réalité de la société. On s'entend, hein? Ils correspondent souvent pour les êtres non imaginaires ou fictifs comme Rocky ou Superman au type d'homme qui est partout ou qui était partout en 2015 dans les médias, cinéma, public, publicité, magazine. Est-ce que, je suis vraiment curieuse de savoir si vous pensez que c'est encore comme ça aujourd'hui.
est-ce que c'est le même modèle qui est omniprésent pour vous? Je pense que oui. Même avec comme les YouTubers puis TikTok, il n'y a comme pas de modèle plus varié. Les muscles prédominent ou? Ça rentre tes intérêts. Oui, évidemment. C'est ça. Mais moi, j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, ben, il me semble YouTube, moi, je vois pas beaucoup de muscles, mais il m'a dit, ouais, mais là, il m'a dit, ça dépend de ce que tu regardes, tu sais. Puis, ouais. Mais là, les autres, donc, c'est les mêmes modèles qui sont omniprésents. J'ai mon autre amie, elle me dit, ben non, elle dit le modèle androgyne, non, au cégep. Ouais, mais peut-être au cégep du vieux, mais ça me semble pas ici. C'est Andréane, une de nos collègues, mais son conjoint, il enseigne au cégep du vieux, mais ça va être pas sûr ici. OK, il faudrait faire une analyse plus sérieuse, plus détaillée de ce qui distingue ou rapproche ces modèles, mais je vous en parle parce que c'est là que ça m'a vraiment intéressé, le livre. Gagnon, les entrevues de Gagnon ont conduit à quelque chose de vraiment surprenant. Donc, à la fin de son processus, il a décrit 2 gars aux adolescents qui a interviewé. Simon, bon, moi j'ai tapé sur Google Best Looking Man, c'est ça qui est apparu, lui. Ça. Liam Hemsworth, que je ne savais pas c'était qui encore. Mais là, il y a beaucoup de comédiens. Donc, OK. Donc, il en décrit 2 types de gars. Simon, imaginez-le, début de trentaine, célibataire, concepteur de jeux vidéo, assez bien bâti, sportif, souvent avec 3-4 bons chums de gars. Ils vont jouer au hockey, ils s'entraînent. Il est un petit peu baveux, mais apparemment pas mal sympathique. Charmant, très populaire auprès des filles. Sort souvent dans les bars, rentre souvent avec une fille, mais il n'y a pas de blonde. Ça, c'est Simon. OK, après, il leur décrit François. J'ai coupé la tête, mais c'est ça. Début de trentaine, jardinier, marié, père d'un garçon de 4 ans et d'une fille d'1 an et demi, à peu près ça. Pas musclé, mais en forme. Drôle, mais quand même un petit peu timide. Pas mal d'amis de filles, pas mal d'amis de gars, mais il ne les voit pas souvent parce qu'il est bien occupé avec sa famille. Ensuite, il leur a demandé, c'est lequel le plus viril? 92% des jeunes ont dit. Là, il a fait comme wow! Il dit, ben là, il me semble Simon, il ressemble plus au modèle de l'homme idéal que vous m'aviez décrit. Puis eux-mêmes, les jeunes, ils étaient surpris. Puis il leur a demandé, expliquez-moi votre choix. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont donné comme explication? C'était pas mal les mêmes chez tous les jeunes, oui? Il y en a qui est célèbre pour sa vie, qui est bien classé, tout ça. Alors que l'autre, on dirait que c'est pas tout ce qu'il fait sa vie, tel qu'il est, c'est pas mal ça. Ouais, ça a dû, moi, à mon avis, c'est sorti. Il y en a un qui est comme, il a l'air enligné en quelque part. Quoi d'autre qui serait sorti? Oui? Respectable, peut-être. Pourquoi plus respectable? Ouais, stabilité. Ça va dans le même sens que toi? Ouais, ben, ce qui sortait beaucoup, c'est que ben, il est viril parce qu'il prend ses responsabilités puis il s'occupe de sa famille. Là, tout d'un coup, 92%, c'est beaucoup, hein? Tout d'un coup, la virilité semblait beaucoup plus liée à la force morale qu'au biceps ou au pouvoir. Donc, l'hypothèse de Steve Gagnon, c'est que les réponses aux entrevues, au préalable, décrivaient plutôt une forme de virilité qui correspond au modèle masculin offert par la société. Donc, les modèles nommés, Hugo, Girard, etc. Mais que les instincts des adolescents, leurs valeurs ou leurs réflexes, ou ce qu'ils pensent vraiment, semblaient pointer dans une autre direction.
ça ne veut pas dire qu'il n'associait pas du tout la virilité au pouvoir ou à la force physique, mais peut-être qu'il enfermait la virilité dans un cadre pas mal moins restreint que ce qu'il pensait au départ. Parce qu'au départ, il avait nommé Hugo Girard, donc quatre messieurs avec des gros crocs. Donc, il s'est posé la question que j'ai mis là. Est-ce que les modèles mis de l'avant par la société sont assez variés? Et est-ce qu'il y a des effets sur le manque de variété de modèles? Est-ce qu'il y a des effets sur la construction de l'identité masculine? Est-ce que vous pensez que les modèles mis de l'avant sont assez variés, vous? Oui. Aujourd'hui, oui. Plus? Qu'avant, oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'ouverture. Maintenant, il y a du monde qui se proclament, qui sont homosexuels, puis là, il y a comme plus d'ouverture, plus de mouvements, donc plus de modèles, contrairement aux années passées. C'était un peu plus compliqué d'avoir plus de modèles. OK. Mais mettons, surtout si on compare 2023 à 2000, mais même depuis 2015, ben c'est vrai qu'il y a plus de présence pour la communauté LGBTQ. Il y a plus de discussions sur la non-binarité. Moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. Bon, là, tu vas me trouver vraiment quétaine, mais moi, je trouve toujours qu'il y a de l'espoir quand je regarde mes étudiants. Je me dis, OK, on s'en va quand même dans la bonne direction. OK, êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y en a assez de modèles diversifiés ou comme les gars sur les couvertures de magazines, ils ont tous l'air pareil, les gars dans les pubs? Oui. Moi, je peux montrer le coup de qu'est-ce que les a par un modèle. Bien, est-ce que comme les gars sur les couvertures de magazines sont tous pareils? Comme si on a je sais pas, à faire une campagne pour vendre des vêtements, on va toujours prendre le même type de gars. Si tu ouvres la télé, je sais que vous n'ouvrez pas beaucoup la télé, là, mais si vous ouvrez la télé, c'est toujours le même type de gars. Est-ce qu'il y a comme, si tu as telle caractéristique physique, tu as plus de chances d'être populaire sur YouTube? Physique. Oui, physique. Pas trop de réactions. OK, je vais vous citer encore. Lui, il pense que c'est trop restreint. Il pense que... parce que, regardez, repensez à la liste nommée par les jeunes. C'est beaucoup le même genre de personnes. Lui, ce qu'il pense, c'est que ça contredit le réflexe des jeunes. Là, c'est un peu poétique, là. Ça contredit complètement leur réflexe, pourtant plus lumineux, jusqu'à les gêner de penser autrement. Gagnon dit, je pense qu'il y a une révoltante différence entre ce que les jeunes se donneraient la permission d'être s'ils suivaient leur réflexe et ce qu'ils sont finalement parce qu'ils ont des modèles qui sont trop semblables. Donc, je pense que le fait qu'il manque de variété de modèles, ça les limite, ça les enferme ou ça enferme la masculinité dans quelque chose de trop étroit. Il pense que ça a un effet sur ce qu'on choisit d'être. Ça nous empêche d'être exactement comme on est parfois. Ça nous empêche parfois de penser comme on veut penser. À ça, il ajoute qu'il y a la grande majorité des ados qui a questionné, ils ne se trouvent pas virils. Presque tout le monde. Toi, est-ce que tu te trouves viril? Non. Est-ce que tu trouves que tu es comme masculin? Non. Pourquoi? Lui, son explication, c'est bien, il ne s'associe pas au modèle. C'est au modèle courant dans la société. Question? Oui. Un parallèle à faire entre cette question et la question pour l'idéal de beauté ou de féminité pour les femmes? Ben moi, je pense que oui, on entend souvent les filles sont comme confrontées à des standards vraiment réduits. Mais moi, je pense que les gars aussi. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui? C'est juste un peu un ajout, là. Si on prend ces ados-là comme un à un, et on leur demande, c'est sûr que leur réponse va être qu'est-ce qu'eux ils pensent vraiment. Mais là, si tu les mets en gang, avec les gars ensemble, leur réponse va être complètement différente parce qu'ils vont se faire influencer
Oui. Mais Par ça, ils deux. pensent que c'est un méchant problème. Parce que tu les jettes dans la société, c'est sûr que leurs perceptions vont changer, que si tu les prends un à un devant toi, ils vont dire la vérité, mais c'est pas nécessairement ça qu'ils vont projeter. Donc, pensez-vous que les gars, ils ont comme une pression pour ressembler à un certain modèle, ce qui fait qu'ils jouent toujours un rôle, ou souvent, pas toujours? Moi, je dirais que mais ça dépend de la personne que t'es, ça dépend de plusieurs facteurs, mais si c'est la même chose pour les filles. C'est autant que pour une fille qu'un garçon, il y a une pression sociale à atteindre, comme Denis disait, pour un certain niveau de beauté. C'est juste qu'on entend souvent les femmes sont victimes de la masculinité toxique. Mais moi, je pense que les gars aussi sont victimes de la masculinité toxique. Je pense qu'il faut être ce que vous voulez être. Et c'est hyper difficile, là, mais je pense qu'il faut aussi parler du fait que les gars sont victimes de ça. Si lui, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression d'être à côté de la normalité, de ne pas être des hommes dans le sens où la société entend les hommes. Et il dit que ça donne naissance à, je peux t'enlever ça? À une forme de beau mot, d'intranquillité. Là, je me demande si j'ai le temps, j'aimerais ça vous lire juste un peu de ce qu'il a vécu. Parce que dans le fond, souvent quand on s'intéresse à un sujet, on parle de nous aussi. Et il dit la chose suivante. Donc, il parle de lui. J'ai parfois l'impression affolante de vivre dans une usine à saucisses qui fabrique des individus inoffensifs et prévisibles. Partout, on martèle que l'homme doit être inébranlable, puissant, robuste, inusable. D'où me vient alors cette insécurité quotidienne, cette impression d'être égaré, abîmé, si jeune? Suis-je donc à ce point anormal? Pourquoi tant d'hommes autour de moi sont-ils tenus en équilibre par la force indéracinable d'une femme, la plupart du temps une mère ou une amoureuse? Là, il parle de comment, sans sa blonde, il s'effondrerait complètement. Ensuite, il dit, nous sommes des milliers à essayer maladroitement de gouverner notre colère puissante, à vivre avec une nostalgie qui ne nous appartient pas, à être insatisfaits de ce qui se dresse devant nous. Nous sommes des milliers de cœurs violents, éparpillés dans les cours arrière des bungalows, de sensibilités ignorées ou méconnues. Nous sommes une civilisation clandestine qui a la réputation de se pendre ou de tirer dans les écoles. Nous aspirons à appartenir à une race féroce et libre, mais nous ne trouvons pas le chemin vers cette force abondante. Je sais combien elle est dangereuse et glissante, mais cette intranquillité est ce caveau dans lequel je me dois d'avancer. Bon, il fait des liens avec la violence qui est souvent perpétuée par les hommes. Dans la société aussi, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il trouve ça dur, vivre comme un homme, le genre d'homme qu'il veut être dans la société. Donc, moi, je trouve ça intéressant je le cite pas mal, là, mais de réfléchir avec lui à la virilité et à la conception de la masculinité et des valeurs masculines défendues par la société. Pour prendre conscience avec lui que les référents d'identité de genre qu'on s'est donnés comme société sont peut-être pas toujours à notre avantage. Lui, il est décrit comme étant acide et aliénant. Et il décrit notre vision de l'homme et de la femme, non pas seulement comme étant ennuyante, mais potentiellement dangereuse. Et ça, c'est le dernier élément dont je voulais parler avec vous. Lui, il pense que cette vision-là fait vraiment des ravages. Et là, il analyse vraiment la société québécoise. Est-ce que je peux enlever ça? Donc, il dit, je le cite encore une dernière fois, cette vision fait des ravages partout dans les écoles secondaires à partir de l'âge où une génération d'adolescents abdiquent et se démettent, se défont de leur mouvement naturel.
souvent, c'est pas les réflexes intuitifs qui gagnent, c'est l'adhésion au modèle de la société. Pourtant, il y a ces réflexes intuitifs chez les jeunes qui font qu'ils vont choisir à 92% François le Jardinier comme le modèle de la virilité. Puis, au-delà de l'évidemment tragique, les gars ont de la misère à demander de l'aide quand ça va mal, parce qu'un vrai gars, c'est tough. Pensez au taux de suicide chez les gars qui est 3 fois plus élevé que chez les filles. On pourrait prendre ça et essayer de réfléchir au taux qui va réussir scolaire des garçons. C'est fait. Il y a une auteure canadienne qui s'appelle Rachel Giza qui a écrit un livre là-dessus. Et elle parle des effets de ce genre de modèle sur la réussite scolaire. Pas demander de l'aide parce que demander de l'aide, c'est pas tough. Les gars font pas ça. Pas vouloir trop bien réussir à l'école, ça c'est nouveau, assez, parce que être nerd, c'est pas viril. Puis elle se demande s'il n'y a pas un lien à faire avec le fait qu'il y a plus de décrochage, etc. Bien réussir, ça fait comme fifille un peu. Donc, je ne vais pas dire que j'aime ça lire, je ne vais pas trop lever ma main, je vais avoir l'air moins gars. Elle a fait beaucoup d'études, puis elle dit que dès 5, 6 ou 7 ans, les garçons comprennent que pour être viril, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être trop flamboyant, il faut être cool, il ne faut pas être trop affectueux avec les autres gars. Et elle a commencé à regarder les répercussions sur les amitiés à l'adolescence. Il faut avoir des amis, mais pas être trop proche de ses amis. Tu sais, quand ça va mal, on n'en parle pas trop. Puis elle se pose des questions sur le danger de cacher ce genre de sentiments-là. En plus, l'adolescence, des fois, c'est vraiment tough. J'ai comme un peu pris toute seule. Il essaie de rappeler que c'est la culture qui établit les rôles de genre. C'est pas la nature. C'est des constructions culturelles. C'est culturel l'idée qu'être viril, ou en fait, c'est en partie culturel l'idée qu'être viril, c'est être musclé. Et il essaie de mettre en garde contre l'idée de valoriser seulement la puissance et le courage, au détriment de la fragilité ou de la sensibilité. De toute façon, ce discours-là, il est présent dans l'espace public. On ne vous a pas élevé de la même façon qu'on a élevé mon petit frère. Je veux dire, nous, quand on était jeunes, on ne nous faisait pas parler de nos émotions du tout. Ça ne faisait pas partie du curriculum scolaire. Mais il se pose la question, pourquoi est-ce que on protège un modèle ou on défend ou on continue d'avoir un modèle où virilité et émotivité, ça ne semble pas aller ensemble. C'est sorti assez tôt quand je vous ai posé des questions. Il se pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas aux jeunes garçons qu'admettre ses difficultés, c'est courageux, c'est viril. C'est une forme de courage. Ça serait une façon de dissocier virilité, une façon de ne pas dissocier virilité et émotion ou de ne pas séparer virilité et sensibilité. Ils disent que ça fait du tort. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire passer ce message-là? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire passer le message qui est sorti quand on parlait de François le Jardinier? Prendre ses responsabilités à l'égard de soi, mais à l'égard des autres, ça aussi, c'est viril. Je serais curieuse de savoir si vous pensez, les gars, si vous voulez répondre, si vous êtes meilleurs pour parler de vos problèmes que vos peurs. Oui? En général, vous diriez oui ou non? Ouais. Puis pour parler de vos émotions? Ouais. Là, ça, vous n'allez pas nécessairement vouloir répondre puisqu'on est beaucoup, mais est-ce qu'il reste cette crainte-là de parler de ses émotions, j'aurais pas l'air tough? Puis c'est pas bon. Moi, des fois, ça m'est arrivé des étudiants qui s'effondrent, des gars. Là, je dis, qui c'est ça, tu sais? As-tu parlé à tes parents? Non.
Ça, t'as pas parlé à tes amis. Bon. Comment ça va vraiment pas bien, là? Là, des fois, ce qui se passe, c'est mes parents vont pas être fiers de moi. Là, je vais pas bien. Je dis, mais voyons, c'est quoi cette idée-là de. Ils vont être fiers de toi si tu demandes de l'aide, mais ça sort souvent quand même. En tout cas, moi, je pense aussi que vous êtes probablement meilleur en moyenne que votre père. On pourrait mettre Denis sur le spot. On peut-tu? Penses-tu que ton fils est meilleur que toi? Non, OK. On le mettra pas. OK. Moi, je pense que c'est intéressant de se poser la question dans le contexte dans lequel on vit, notamment parce que je l'ai dit, il y a un haut taux de suicide au Québec. 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. C'est lié à cette espèce d'intranquillité dont parle Steve Gagnon. Bonne nouvelle, c'est qu'il est en baisse depuis 2009, quand même, il faut le dire. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une augmentation du taux d'hospitalisation pour les tentatives de suicide. En particulier chez les femmes, puis en particulier chez les adolescents. Donc, il y aura un autre sujet de discussion. C'est intéressant de se la poser dans le contexte où on parle de plus grande difficulté scolaire chez les garçons que chez les filles. C'est intéressant d'en parler dans le contexte de MeToo. Comment est-ce qu'on fait pour parler du consentement sexuel aux jeunes garçons? J'ai vu des statistiques effrayantes en France sur la notion du consentement chez les jeunes. C'est pas beau. Voyons comment ça se fait en plus avec MeToo, le nombre de filles qui disaient que leur consentement n'était pas respecté. C'est quand même assez épeurant. Une autre raison pour laquelle j'avais le goût de parler de ça, c'est parce qu'il y a cette idée très, très forte qui existe qu'on ne peut pas être gay puis viril. Puis ça aussi, je pense que c'est très dévastateur, cette idée-là. Donc, j'avais lu à l'époque 2 bouts de livres là, d'une sociologue de l'UQAM, puis d'un psychologue, je pense, je ne me souviens plus. Et même les jeunes interviewés par Gagnon en 2015 associaient souvent virilité à attirance hétérosexuelle. Puis ça, je pense que c'est vraiment nuisible. Mais moi, je pense que c'est mieux, mais je pense que c'est nuisible. Je ne vois pas pourquoi être queer ou trans ou homosexuel, c'est être moins viril. Je ne sais pas si vous pensez que c'est perçu comme ça, si vous pensez que c'est un problème. Mais je ne vois pas pourquoi tu es moins viril si tu n'es pas attiré par les filles. Puis ça, c'est une construction sociale aussi. OK. Je ne sais pas, est-ce que assumer son homosexualité ou assumer le fait qu'on est queer, est-ce que c'est pas viril, au contraire? Dans le sens de courageux. Dans le sens de définir qui on est puis le défendre. OK. Je ne suis pas sûre que c'est nécessairement complètement satisfaisant. C'est plus comme un laboratoire, là, ce que j'ai essayé de faire. On a comme à peine survolé la question, mais j'espérais juste susciter un petit peu de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui, sur les modèles de masculinité, vous faire réfléchir au danger d'avoir des modèles trop uniformes et de réserver la catégorie homme à un trop petit nombre d'hommes. C'est pas normal que les gars ne sentent pas qu'ils peuvent appartenir à la catégorie homme telle qu'elle est véhiculée dans les médias. C'est pas normal que la plupart des adolescents ne se trouvent pas virils. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que c'est moi qui capote et qui ne sait même pas ça, la réalité? Ou est-ce que Steve Gagnon il a raison de se poser ces questions-là? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire changer les choses? Puis comment? Est-ce que vous pensez que c'est dans la façon d'élever les enfants, notamment, où il faut lutter contre les médias, puis là, on n'a comme pas de pouvoir sur les médias? Oui. Mais si ça veut dire que les médias sont comme 5-6 ans, qui ont déjà une idée dans la vérité, ben ça, c'est
Ouais, nous aussi. Comment ça se fait d'abord? C'est l'échec des parents? C'est la société qui défend les forts des modèles? Mettons à l'école, le petit garçon va être plus populaire. Dans ma tête, c'est plus que lui va s'entraîner, ou même plus vieux, genre celui-ci. Pas être timide, mais quasiment les autres vont juste être contre. D'autres commentaires ou d'autres interventions? OK. C'est bon, il est 58. OK, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez un travail à faire et vous ne savez pas comment l'organiser, restez, je peux vous aider. Si c'est possible, ça nous aiderait beaucoup